Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Ravi d'être en votre compagnie. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a quand même un point commun tous les samedis à partir de midi. C'est le plaisir de vous retrouver, vous qui écoutez Sud Radio et vous, oh l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Comment ça va? Écoutez, ça va très bien. Alors, un petit sommaire rapidement de notre rendez-vous aujourd'hui jusqu'à 13h30. On vous rappelle effectivement, pour participer 0826 300 300, n'hésitez pas à insister ou à nous dire par mail sur jeparticipe@sudradio.fr ce dont vous voulez parler avec l'ami Jean-Luc Moreau. Maintenant, sujet gibier, mais pas à manger. Sujet gibier, qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez que la saison de la chasse s'arrête fin février, voilà. D'ici là, il va y avoir de nombreux accidents avec du gibier, alors particulièrement du grand gibier. Que faire si par exemple vous avez une rencontre avec un sanglier et qu'il n'a pas freiné? Le sanglier. Malheureusement, il s'invite dans votre voiture. Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de le manger, de l'emmener? Si c'est une biche, oui, vous pouvez ouvrir la porte, elle va monter. Mais bon, si c'est un blaireau, non, en général, on n'a pas envie de le monter. Lorsque tu soulignes. Nous allons aussi parler voitures de collection, puisque c'est un des nouveaux sujets que nous vous proposons entre 13h et 13h30. Oui, est-ce que les voitures de collection, ça se vole? Tiens, déjà, ça c'est une bonne question. Et puis, pour éviter qu'elles soient volées, est-ce qu'il y a des systèmes particuliers? Parce que bon, les alarmes électroniques sur les voitures de collection, c'est pas le top. Les systèmes informatiques, c'est pas le top non plus. Alors, je vous donnerai quelques conseils, et puis on aura un assureur spécialisé qui nous parlera justement du vol des voitures de collection. On parlera sécurité, on parlera environnement. Tiens, d'ailleurs, avec un sujet sur les injecteurs. Et quant à vous, évidemment, puisque l'émission ne fait que commencer, je vous rappelle 0826 300 300 ou par mail directement sur jeparticipe@sudradio.fr. Et d'ailleurs, je vais préciser, si vous nous envoyez un mail, pensez avec votre numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle. Mais oui, c'est plus pratique. C'est plus pratique. C'est plus pratique. Sinon, je renvoie un mail, bon, on perd un peu de temps. Et sinon, eh bien, sur la page Facebook Sud Radio, où nous sommes en direct actuellement, et je me permettrai d'être votre voix pour partager vos avis. C'est parti. Ensemble. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Nous avons tous à un moment ou un autre croisé du gibier qui traversait la route. Ça nous est tous arrivé, soit ça se passe bien, ouais. soit ça se passe mal. Moi, je me souviens avec une Mercedes Classe S, et ça a de l'importance, être arrivé en sortie de virage dans une forêt et avoir un troupeau de chevreuils qui était au milieu de la route. Et je peux vous dire que si j'avais été avec autre chose comme voiture, je pense que j'aurais joué aux quilles. Et alors moi, c'était très brumeux, c'était un soir de janvier comme ça, dans une petite campagne où il y avait un creux, et j'attaque le creux tout doucement tellement il y avait de la brume, donc j'étais toute tranquille. Je sors de la brume, je ne sais pas pourquoi, et là il y a un cerf, 2 biches et 3 faons qui suivaient. Et 2 faons qui suivaient. C'était magique. Et comme j'étais tranquille, c'était magique. Mais il y a des fois, c'est pas magique. Ouais, alors on va moi, en parler un petit peu plus vite, ouais. avec Pierre Rigaud, qui est écologue. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, écologue, tiens, pour commencer, c'est quoi? C'est un peu comme on appelait ça avant les naturalistes, le mot que j'utilise aussi, c'est simplement le fait d'étudier en écologie les écosystèmes, la faune ou la flore selon sa spécialité, après avoir fait des études en écologie, c'est-à-dire une branche de la biologie, tout simplement. D'accord. Bon, est-ce que les accidents avec du gibier sont fréquents? Parce qu'on a tous vécu, en tant qu'automobiliste, à un moment ou à un autre, une rencontre impromptue avec un animal au milieu de la route. C'est très fréquent. Alors, vous parlez de gibier, disons que plus généralement avec les animaux. On va dire animaux sauvages, oui. Ouais, animaux sauvages. Mais c'est vrai qu'on utilise souvent le terme de gibier dans ce cas-là, tout simplement parce que c'est les seuls accidents qui sont recensés, ce sont ceux des grands animaux chassables, c'est-à-dire en fait les sangliers, les chevreuils et les cerfs principalement. Alors tout simplement parce qu'il y a une question d'assurance et qu'il y a une question de danger, bien sûr. Donc c'est seulement ces cas-là qui sont répertoriés officiellement, et c'est plusieurs dizaines de milliers d'accidents comme ça par an. Donc c'est beaucoup. Oui, c'est incroyable. Et puis, il y a tous ceux qui sont inconnus parce qu'on ne s'en rend soi-même peut-être même pas compte quand c'est des animaux plus petits. Et là, une musaraigne. Oui, quand c'est une perdrix, des choses comme ça, les gens en général, d'ailleurs, souvent ne s'arrêtent pas. Bien sûr. Alors, les quelques études qui sont faites, alors là, plutôt pas pour des raisons d'assurance et tout, mais pour des questions justement d'écologie. Je me souviens de collègues qui faisaient des recensements qui étaient comme ça sur le bord d'autoroute, suivis par les véhicules de secours, de prévention pour compter les animaux morts, les tout petits animaux morts au bord de la route. En fait, quand on extrapole, par exemple, au niveau national, ce sont certainement des millions d'animaux, de petits animaux qui sont tués sans même qu'on s'en aperçoive. Et c'est donc aussi un problème écologique, en plus d'être un problème de sécurité routière. On parle pas des moustiques, hein? Oui, non. Alors, là, en plus. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai failli en Thaïlande avoir un accident avec un éléphant. Donc là, c'était moi le moustique, en fait. Mais je suis passé entre la trompe et les pattes. Donc tout va bien, j'étais en mobilette.
Sortie de virage, je me suis retrouvé avec un éléphant au milieu de la route. Alors, Vous aviez bu quoi avant, je précise, je n'avais pas bu. Mais il y avait un zoo dans le coin où il y avait un cirque. bon alors Pierre, pour revenir à des choses plus sérieuses, j'ai un accident avec un animal. Bon, alors déjà si c'est un gros animal, les assureurs disent dans 45% des cas la voiture elle reste sur place. Mais alors je descends et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors déjà, est-ce que l'animal est mort ou vivant? Parce qu'il y a beaucoup de cas où l'animal est seulement blessé. Donc si c'est un animal, faut faire attention. Par exemple, typiquement dans le cas des sangliers, hélas, les sangliers sont quand même très solides, si on peut dire. Donc parfois, ils sont seulement blessés. Donc il faut simplement être prudent et faire attention à pas s'exposer soi-même à une réaction de défense de l'animal qui parce que ça peut être dangereux. Voilà. Ça peut être dangereux. Oui. On a tous en tête cette. Alors je sais pas si c'est une légende urbaine ou cette vraie histoire du type qui renverse un sanglier avec son Range Rover et puis qu'il met dans le coffre pensant qu'il était mort et le sanglier se réveille et massacre tout l'intérieur de la voiture. Donc ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver parce qu'ils sont très très costauds. Mais enfin bon, ceci dit, c'est quand même eux qui trinquent généralement et puis les animaux en général. Donc ce qu'il faut faire en fait, en supposant, on va partir du cas où d'abord l'animal est blessé. Alors si l'animal est blessé, en théorie, je vous donne ce que dit la réglementation, c'est de prévenir les autorités de toute façon. Alors donc le la maire, gendarmerie. Voilà, la gendarmerie, le maire. Disons que si par exemple c'est une espèce qui est classée protégée, mais enfin ça on ne sait pas forcément. Donc il faut absolument pas y toucher en théorie parce que seul un agent de l'État habilité, un agent de l'Office français de la biodiversité peut intervenir. Mais disons qu'on va essayer quand même d'avoir une bonne action et de sauver l'animal tant que possible, si on est dans une circonstance où il n'y a pas de danger pour les humains et tout. Et donc dans ces cas-là, c'est plutôt d'essayer de prévenir un centre de soins pour la faune sauvage en trouvant les coordonnées sur Internet. Ce sont des gens, généralement bénévoles ou pas d'ailleurs, qui vont essayer de vous indiquer la démarche à suivre pour essayer d'emmener l'animal ou de faire emmener l'animal pour le soigner quand c'est faisable. Sinon, hélas, il y a des cas où il va falloir euthanasier l'animal. Théoriquement, c'est aussi en passant par les autorités. Souvent, c'est très très difficile. Non, mais on va pas tuer soi-même un animal. C'est impossible. C'est bien sûr impossible. Surtout pas. Pourtant, j'aime manger le gibier, mais... Et ben c'est pour ça qu'on ne va pas le tuer soi-même. Donc là, je vous parle vraiment d'un cas où il faut l'euthanasier parce que l'animal, c'est mieux pour lui. Et dans ce cas-là, on essaie de faire appel à un vétérinaire, par exemple. Certains se déplacent parfois. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Et juste, Pierre Rigaud, vous catéchologue, tout ça sur le papier, ça fonctionne. Mais quand on est dans la situation qui a eu avec le choc, le stress, nous-mêmes, on peut être blessé choqués. Qui peut souffrir. Voilà, c'est pas si simple que ça. C'est très compliqué. Non, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut essayer d'appeler des gens qui vont vous conseiller sur le coup. Et quand je vous parle des centres de soins pour la faune sauvage, au téléphone, ils vous indiqueront selon l'animal, etc. Est-ce qu'on peut appeler, si jamais on n'arrive pas à trouver la faune sauvage, une association de chasseurs du coin? Alors, si vous appelez un chasseur, ce qui est souvent d'ailleurs le cas qui survient lorsque soi-même on prévient le maire ou quoi, des fois ils appellent le chasseur du coin. Alors le chasseur il va venir lui mettre une balle. Personnellement, je prône pas du tout cette solution parce que il faut mieux voir d'abord si l'animal est sauvable en fait, et peut-être qu'il y a parfois une tendance à se dire on va lui mettre une balle dans la tête ou ailleurs, et c'est pas forcément la meilleure solution quand on pourrait l'euthanasier de façon plus douce si jamais il faut le faire, et puis quand on peut le sauver aussi. Voilà. Effectivement, en dernier recours, faut mieux bien sûr quand même que l'animal. J'ai le droit s'il est mort, j'ai le droit de l'emmener pour le manger. Alors s'il est mort, il y a deux cas que prévoit la loi. Si c'est ce qu'on appelle un grand gibier dans la loi, c'est-à-dire un sanglier, un cerf ou le chevreuil, vous pouvez seulement l'emporter en théorie après avoir prévenu la gendarmerie ou la police. Et si c'est je vous donne le texte, après, dans les faits, c'est peut-être différemment. Oui, je pense. Alors, et si c'est un petit animal, vous n'avez tout simplement pas le droit de l'emporter. Dans l'esprit de la loi, je pense que c'est fait pour éviter les carnages volontaires et éviter que des gens aillent percuter volontairement des petits animaux, genre des perdrix comme ça. Un lièvre la nuit dans les phares, et on sait qu'ils sont en général terrorisés, ils bougent pas. Donc si je percute un lièvre, j'ai pas le droit de l'emmener. Vous n'avez pas le droit de le faire, évidemment. La réalité et la théorie est différente, mais il faut bien se rendre compte que il y a vraiment beaucoup d'animaux qui sont tués. Et alors moi j'ai des cas vraiment évident où il y a certaines personnes très minoritaires bien sûr, mais qui font exprès d'aller tuer des animaux. Donc c'est pour ça que la loi essaie de protéger un petit peu. Après, parlons vrai, et puis malheureusement on va finir là-dessus puisque le temps imparti est terminé. Oui, puis on en reparlera bientôt. On parlera assurance parce que comment on va être indemnisé, qui est responsable, parce que le sanglier il n'est pas assuré évidemment. Quoi? Non, oui. Il sort nu et pas assuré, non, à poil. Qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, on l'a dit, on va faire une spéciale assurance avec tous ces sujets. Oui, on fera ces sujets-là. Bon. Important. Merci beaucoup. Merci Pierre Rigaud.
Et surtout lever le Et pied puis la à nuit. bientôt, parce que oui, quand même oui, ça c'est qu'il ça, faut ouais. faire. Ouais. Merci à Surtout, vous. et surtout lever pied la nuit et surtout l'hiver aussi parce qu'avec les brumes, etc., c'est un peu compliqué. Merci beaucoup. Très sincèrement, l'ami Jean-Luc. Et puis avec les battues là jusqu'en février, il faut faire encore plus attention parce que les animaux qui sont poursuivis par des chasseurs peuvent traverser la route là pour le coup à Et toute voilà. vitesse. Bon, puis si on tape un lièvre, on va pas le laisser sur le bord de la route, quoi. Enfin, c'est un peu de bon sens, quoi. Bon, allez. Le lièvre, on va courir après, nous. Dans quelques instants, on va parler, évidemment, et toujours avec vous, d'une question, puisque vous savez que vous êtes attendu pour vos questions au 0826 300 300. On a eu beaucoup de réactions sur Facebook comprenant les animaux. On nous dit que c'est une dramatique pour les hérissons, qu'au Québec, les élans sautent dans les phares, d'où le test de l'élan. Vous connaissez ça, le test de l'élan? Ouais, Eh ben, on bien en sûr. parle après. Voilà, à tout de Vous suite. voulez que je vous parle des tests de... D'accord. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et avec vous, vous le savez, 0826 300 300 pour poser vos questions directement ou vous envoyez un mail en mettant votre numéro de téléphone dessus pour que l'on puisse vous rappeler à jeparticipe@sudradio.fr. Et en ce moment, en direct sur la page Facebook de Sud Radio, vous nous retrouvez en direct. Voici venu le moment de la question auditeur. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. On vous écoute. Alors, je vous avais envoyé un message parce que voilà, je roule en Clio 5. C'est donc bien ça. essence. Oui. Alors, je vous avais entendu à l'époque quand vous étiez dans une autre radio. Oh non, ça n'existe plus ça. Maintenant, c'est Voilà, ici. c'est pour si je ne donne pas de nom, sinon Ici je suis obligé et de donner maintenant. 3 ou 4 radios différentes. Mais c'est pour ça que Allons-y, il a Gilles. changé, j'ai basculé. Donc voilà. Donc j'ai essayé, comme vous avez dit, que les moteurs de Clio 5 essence. Alors c'est quoi comme moteur? Vous avez le 3 cylindres ou le 4 Alors, cylindres? c'est le 3 cylindres. Le 3 cylindres 900 cm3, donc d'accord. J'étais au 1000, là je suis passé au 900. Donc j'ai essayé sur le 1000 pendant 7 mois. J'ai roulé à l'E85. D'accord. Donc ça se passait très bien, à part des fois des petits démarrages à froid. Alors ça, l'hiver, je le dis pour tous ceux qui, comme vous en ce Même moment, l'été. quand ils voient les prix à la pompe, c'est vrai que... 1,70 chez moi. là. Alors la semaine prochaine, on parlera beaucoup de superéthanol E85. Pourquoi? Parce qu'il y a des annonces. Il y aura un essai qui sera d'ailleurs un essai Ford, puisqu'ils ont toute une gamme, et Ford est débordé par les commandes des véhicules flex-fuel. Et il y a cette semaine le congrès, la convention des producteurs d'éthanol. Donc on aura plein d'annonces à vous faire la semaine prochaine. Mais bon, d'ici là, pour ceux qui mettent de l'éthanol dans leur voiture, je vous déconseille l'hiver de mettre 100%. Sauf si vous avez un boîtier, parce que au démarrage, ça va tousser un peu. Mais là, Voilà. ce que vous disiez, Gilles, c'est tout le temps, même l'été, vous. Hein. Ouais, ça me le fait. Donc moi, Ouais, mais dans vous un savez parking, pourquoi? elle est Parce pas que- en extérieur. Ouais, parce que l'été, alors dans le parking il fait frais, il doit faire 12-13 degrés à peu près toute l'année, donc ça change rien. Par contre l'été, vous avez un carburant qui est à 85% d'éthanol alors qu'il est qu'à 65% d'éthanol l'hiver. Donc c'est pour ça que vous avez aussi des difficultés à démarrer l'été. D'accord, ok. Voilà. Donc, mais ça fonctionne très bien. Donc officieusement, on peut, mais officiellement, on n'a pas le droit. Et ma Non, vous avez question pas le était, je fais attention à la police à la station essence. Non, mais la police, franchement, ils vous embêteront pas. C'est Non, juste non. Renault qui vous embêtera si vous tombez en panne et que vous allez chez eux. Ils vous diront, ah maintenant, fallait pas en mettre, c'est à cause de ça que vous êtes en panne. Même si c'est Voilà. un amortisseur qui a cassé, vous voyez. Oui. Même si vous avez crevé. Bah ouais. Ouais, d'accord. Donc la Et, question. la question était, je voudrais savoir sur le Capture. Parce que j'hésitais à rebasculer sur une Clio 5 ou sur le nouveau Capture. Ouais. Pareil, que je pense qu'il y a un 3 cylindres. Alors vous avez les deux moteurs, vous avez un 1,3 litre TCE qui est le 4 cylindres qui accepte l'éthanol lui aussi. Alors Renault vous dira le contraire, mais moi je vous dis qu'il l'accepte. Toujours avec alors ça fait maintes fois qu'on en parle maintenant sur l'antenne, avec ce problème éventuel de pompe à essence si vous roulez trop longtemps avec que de l'éthanol. Ça sera un grand classique sur les moteurs Renault, où vous avez le TCE 100, donc qui est le 3 cylindres, qui fonctionne aussi parfaitement à l'éthanol. Donc si vous achetez un Capture essence, il prend l'éthanol pareil. Renault vous dira que non, Avec ou sans. Avec ou sans boîtier. Mais bon, autant en mettre un, non? Non, mais là, pas ça besoin. marche sans boîtier. D'accord. Moi, je vous conseille quand même de faire un petit mélange éthanol-essence. D'accord. Alors moi, je roule 2 pleins éthanol. Ouais.
et je fais, on va dire, un demi-plein de 95. D'accord. Et vous voulez pas faire à chaque fois, c'est contraignant, quand on fait le plein, mettre moitié-moitié ou un petit peu plus d'éthanol et un peu moins. Alors des fois, ça m'arrive à mettre de l'éthanol et de l'E85, donc parce que malheureusement encore d'aujourd'hui, beaucoup de stations n'ont pas d'E85. Ah oui. Donc on se retrouve. Il y en a pourtant 2500. Ouais, mais il y en a beaucoup. Oui, mais bon, des fois. Je suis d'accord avec Gilles, on n'en trouve pas partout encore. On n'en a pas partout. Mais pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, moi, c'était quelqu'un de chez Renault qui m'avait dit, vous n'allez pas rencontrer, si vous roulez beaucoup avec de l'éthanol, vous n'allez pas rencontrer de problème, parce qu'on pense toujours à la fuite des joints d'alcool. Non, mais à partir du moment où le carburant a déjà de l'éthanol dedans, les joints sont adaptés à l'éthanol. Donc il n'y a pas de souci. Que vous ayez une proportion de 10%, 20% ou 30%, ça ne change rien. S'il y a de l'éthanol, les joints sont adaptés. Quoi qu'il en soit, en tout cas, Gilles, on en parlera la semaine prochaine de tout ça. Donc Gilles, vous allez être obligé de nous écouter. Je suis désolé. Ça va être compliqué. Il y a des moments trop durs dans la vie. Gilles, merci beaucoup d'être intervenu. 0826 300 300 pour poser votre question. Vous faites comme Gilles, vous nous rejoignez. À suivre, juste après la pause, on va prendre le volant et c'est un essai avec la Volkswagen Taygo by Jean-Luc Moreau sur Sud Radio. On parle auto. What else? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant puisque c'est notre moment, ce moment, si vous nous rejoignez. Merci d'écouter Sud Radio. Et on parle auto. Voici venu donc le test auto. On prend le volant d'une Volkswagen aujourd'hui, Jean-Luc. La Volkswagen Taygo. Alors qu'est-ce que c'est que le Taygo? C'est une version coupée du petit SUV de la gamme Volkswagen qui s'appelle le T-Cross. Alors Volkswagen, ils ont plein de modèles SUV. Je sais, Laurence, ça vous déçoit beaucoup. Mais non, pas du tout. Moi, j'ai rien contre les SUV, pas du tout. Bon, celui-là, il est un peu plus dynamique. En plus, il y a une poupe fuyante, un pavillon abaissé de 6 cm. Ça fait une silhouette plus dynamique. C'est moins appâté que les autres. C'est pour vous l'occasion de voir un extrait, le teaser de cet essai en vidéo sur notre page Facebook actuellement. Et puis vous retrouvez l'essai complet. De toute façon, il y a l'essai complet sur YouTube, sur la page Sud Radio de YouTube. Bon, alors une signature lumineuse qui a été aussi retravaillée pour séduire. Les yeux de biche à l'avant, non, c'est un bandeau lumineux qui traverse la calandre. Et puis à l'arrière, une barre LED entre les optiques. Bon, le Taygo conserve le même empattement que le T-Cross. En revanche, sa longueur augmente. Alors, de façon assez spectaculaire, plus 16 cm quand même. Ça porte son encombrement à 4,27 m. Alors c'est là que c'est rigolo parce que le modèle du dessus qui s'appelle le T-Roc est plus court que celui-là qui est le modèle du dessous. Vous voyez, ça devient compliqué chez Volkswagen. Le modèle du dessus fait 4,23 m, celui-là fait 4,27 m. Bon, cet accroissement de longueur a permis de conserver, malgré la poupe fuyante à l'arrière, un volume de coffre qui est assez généreux, 438 litres. En revanche, la modularité de la banquette arrière a disparu. Pourquoi ? Parce que si on bougeait la banquette arrière, on aurait la tête qui tape dans le toit. Voilà. D'ailleurs, l'espace réservé aux passagers n'est pas supérieur à celui d'une Polo parce que c'est la base technique de la Polo. Donc quand on ouvre la porte, on a l'impression d'être en tout cas dans une Polo. Le tableau de bord, c'est aussi celui de la Polo. Sur la version que j'ai essayée, parce qu'on reproche souvent aux berlines allemandes une petite tristesse à l'intérieur. C'est vrai que dans la Polo, j'avais trouvé ça triste. Là, il y a un bandeau teinte de la carrosserie. Ma voiture était verte, vous le verrez sur la vidéo. Et puis, j'avais des plastiques bicolores, alors gris foncé et puis beige clair. Et c'était plutôt... ça marche bien. Ça égayait la planche de bord, qui est de bonne qualité. Elle est faite avec des matériaux moussés. Parce que sur le T-Cross, ce que les journalistes, mais aussi les clients ont commencé à reprocher, c'est que même sur le tableau de bord, on avait des plastiques durs. Donc là, ils ont dit, OK, on arrête les économies de bout de chandelle, on met un truc un peu plus sérieux. Tableau de bord numérique moderne, commande tactile pour la clim, un grand écran central pour l'infodivertissement. Un truc à noter quand même, parce que Volkswagen est le premier à faire ça, c'est que quelle que soit l'option que vous choisissez, vous aurez la navigation qui sera dans votre voiture, mais elle sera activée ou pas. C'est-à-dire que vous achetez la voiture et si vous n'avez pas pris l'option navigation, vous pourrez la faire activer après et ça se fait à distance. C'est-à-dire que vous paierez évidemment le prix de l'option, mais on pourra l'activer a posteriori. D'accord. Si vous dites j'en ai pas besoin, vous la prenez pas, mais elle est déjà installée sur votre voiture. Et quand vous revendez le véhicule, celui qui va l'acheter peut lui faire installer le GPS dessus. Je trouve que c'est pas mal. Même si tout le monde maintenant s'en sert en fait des GPS. Ouais, mais on se sert des GPS des téléphones. Bon. Non, mais autant. Bref. Les motorisations sont celles de la Polo. Bon, en particulier le 1 litre TSI 110 chevaux de notre modèle d'essai. C'est un 3 cylindres moderne avec un turbo à géométrie variable, un fonctionnement en cycle Miller. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet de consommer moins. Voilà. Il était accouplé sur mon modèle d'essai à une boîte automatique des G7. Ça sera sans doute la version la plus vendue en France. Bon, au volant, malgré le look plutôt dynamique, c'est pas une voiture qui a été typée plus sportif
qu'un T-Cross. Tant mieux, ça veut dire qu'on a préservé quand même un confort relatif. C'est plus ferme qu'une Polo, mais c'est pas trop dur. Non, c'est pas dur, pas dur. On a en fait un bon équilibre entre la tenue de route et le confort, et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. D'autant que le freinage m'a agréablement surpris. La consommation, elle est aussi très raisonnable. Et là, il y a un paradoxe quand on est sur route. Sur route et autoroute, j'ai fait une moyenne de 5,4 litres au 100, donc on peut considérer que c'est bien. Par contre, le lendemain, j'ai longé la côte entre Sainte-Maxime et Nice. Donc c'est limité la plupart du temps à 50 km/h. Voilà, donc on n'avance jamais très vite. Et là, ma conso s'est réellement envolée. J'étais à 6,8 litres et je peux vous assurer que j'ai vraiment roulé gentiment en pratiquant de l'éco-conduite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on atteint là les limites, parce que Volkswagen a dit on ne met pas d'hybridation sur ce modèle-là, on n'a pas besoin parce qu'on a un moteur moderne, donc il consomme peu, d'accord, il consomme peu sur route, mais quand on est en ville, il fait beaucoup moins bien qu'un système hybride. Donc ça aurait peut-être été intéressant de mettre même une micro-hybridation 48 volts. Voilà. Bon, ça enlève rien aux qualités de ce SUV coupé, qui devrait d'ailleurs ravir de parts de marché au modèle en dessous et au modèle au-dessus. En version style, c'est-à-dire très bien équipé avec tout à bord, il vaut 30 740 €. C'est un tarif raisonnable. On est au prix. Ça va. On est au prix d'un T-Cross et à mon avis, il va manger des parts de marché à ces deux. C'est bien. Donc plutôt une bonne note. Oui, plutôt bien. Et puis il est sexy. J'aime bien cette voiture. Alors vous avez une bonne note aussi sur la page Facebook, l'ami Jean-Luc, quelqu'un qui vous aime beaucoup, et je vais le partager avec vous puisque vous êtes nombreux à nous mettre plein de jolies choses. Les questions Facebook, on les posera après 13h. Mais là, c'est un je vous aime qui vous est adressé. Formidable. C'est Alex qui dit grâce à Jean-Luc, j'ai été sauvé de la panne sèche en pleine campagne. La seule station essence dispo était à sec en SP 95 et 98. C'était en Bretagne, du côté de Brocéliande, donc on n'est pas loin de Mauron, au sud de Rennes. Ça, c'est moi qui le dis, ce que je connais. Mais par contre, la pompe d'éthanol était dispo. J'ai mis 15 litres éthanol dans mon Audi de 2016 et j'ai pu rouler jusqu'à la pompe suivante sans problème. Si je n'écoutais pas l'émission, je n'aurais jamais osé. Ouais, c'est pour vous, l'ami Jean-Luc. Tant mieux, voilà. Grâce à vos conseils. C'est de la magie, mais c'est normal, on était dans la forêt de Brocéliande. Ouais. Voilà, il y avait Merlin l'enchanteur. Donc c'est Alex qui dit par contre, je n'ose pas continuer à en mettre en mélange plus régulièrement. Réponse. On en reparlera bientôt. Bientôt, puisqu'il y aura une spéciale éthanol. La semaine prochaine. Allez. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Les injecteurs, source de panne et de pollution insoupçonnée, on en parle aujourd'hui avec Fred Boulin. Qui est Fred Boulin? Bonjour Fred. Bonjour Fred, qui est un auditeur. C'est une question. Ouais. C'est une question. Fred est un auditeur, il m'avait envoyé un message, il avait des soucis avec sa BMW 530 de 2005. Oui, chouette voiture d'ailleurs, hein. Moi j'aime bien, hein, franchement. Ah oui, surtout la motorisation en 260 chevaux, 6 cylindres, c'est un pur bonheur. Ouais. Donc qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait le Covid, elle toussait votre voiture, c'est ça? Non, elle toussait pas, elle avait des problèmes de démarrage. Problème de démarrage à chaud. À froid, c'était très bien. Et puis à chaud, elle avait tendance à démarrer une fois, deux fois, jusqu'à 10 fois. Donc elle démarrait, elle se retrouvait à 1000 tours, puis de ce coup, elle s'arrêtait. Et donc la valise n'a rien trouvé. Et la valise, là je fais une petite parenthèse, Fred, la valise, malheureusement, non mais c'est ça, c'est sur une autre radio. Malheureusement, la valise aujourd'hui, dès que vous arrivez, que vous avez un problème, on vous branche la valise sur la voiture. Le seul souci, c'est que la valise ne détecte que des problèmes électroniques et pas des problèmes mécaniques. Donc si vous avez un vrai souci mécanique, et malheureusement ça peut arriver, la valise, elle ne voit pas. Elle vous dira rien. Donc on vous a branché la valise, on vous a dit il y a rien, c'est ça en gros, ou on trouve rien. C'est un peu ça, c'est-à-dire que comme la valise ne trouve rien électroniquement, c'était mécanique. Mais alors mécanique, où? Qu'est-ce que ça pouvait être? Voilà. Et ça, c'est là où on s'est posé plein de questions. Donc je vous ai donné une piste, je vous ai dit, voyez les injecteurs. Pourquoi les injecteurs? Parce que les injecteurs sont à la base de tout. Voilà, et on va en parler justement, on a notre invité avec nous, David de Regnaulcourt, qui est le directeur général de Sfertech. Bonjour David. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. C'est quoi Sfertech? On est les pharmaciens et les docteurs de l'automobile. En fait, vous vaccinez pas encore? Non, pas encore. Non, en fait, on a inventé l'éco-diagnostic des moteurs, c'est-à-dire que depuis 20 ans, on mesure la combustion des moteurs
Et on a une grosse expérience sur les maladies qui peuvent affecter effectivement les moteurs, comme celles évoquées, en particulier des maladies qu'on ne voit pas électroniquement et qui coûtent des fois très cher aux usagers. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, David, c'est parce que je me souviens d'un communiqué. Non, c'est pas ça, c'est que dans le communiqué à l'époque, c'était la FEDA qui relayait ça, il était écrit que 75% des voitures souffraient en silence à cause de problèmes d'injecteurs. FEDA ? Ouais, la fédération des... Ok, il y a automobile dedans. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que moi, ma voiture est morte à cause des injecteurs. La C4 à l'époque. Eh ben, David va nous expliquer pourquoi les injecteurs souffrent. Voilà. Alors en fait, je vais vous parler de médecine chinoise. C'est-à-dire que ça servira aussi aux auditeurs. En fait, beaucoup de véhicules, quand on dit que 73 ou 75% des moteurs souffrent en silence, c'est parce qu'en fait, les gens se plaignent de filtres à particules encrassés, de vannes légères encrassées, enfin de tout un tas de pièces qui leur coûtent cher. Et si vous voulez, ça c'est la conséquence d'une cause. Et on regarde la conséquence et on regarde pas la cause. Donc le filtre à particules qui s'encrasse, il faut l'imaginer comme un cendrier qui se remplit de suie et de cendres. Alors c'est bien de vider le cendrier avec des produits qui existent, des turbofab, des nettoyants. Le mieux c'est d'arrêter de fumer. Et arrêter de fumer, c'est quoi ? C'est là où on va intervenir, là où se crée beaucoup ou peu de particules, c'est-à-dire au niveau de la combustion, au niveau des injecteurs. Et là, je suis obligé un petit peu de vous parler de l'histoire d'une rencontre, alors d'une belle rencontre, je parle pas de celle de Laurence et Jean-Luc, mais ça se passe aussi dans une chambre de combustion. Ah oui. C'est chaud alors, si c'est dans une chambre de combustion. C'est très très chaud. En fait, si vous voulez, on va essayer c'est l'histoire d'une rencontre entre l'air et le carburant, les injecteurs. Finalement, les constructeurs ne communiquent pas tellement sur la fragilité des injecteurs, on va dire la précision et à la fois la faiblesse des injecteurs, à savoir que ce sont des pièces qui sont coûteuses, qui sont un prodige de fabrication en grande série. Pour vous donner un ordre d'idée, un cheveu mesure entre 40 et 70 microns. Un injecteur a une tolérance de 1 micron. 5 microns de dépôt sur un injecteur, c'est 25% de débit en moins que l'usager va compenser sans s'en rendre compte en accélérant plus pour rouler à la même vitesse. Et du coup, plus la pulvérisation est altérée, plus l'idée c'est que l'injecteur vaporise, crée une espèce de brouillard qui va rencontrer l'air et être homogène et ainsi faire une belle combustion et donner du rendement. Là, dès l'instant où on a une dérive de pulvérisation, on va créer de la particule qui va venir remplir le cendrier. Donc le conseil usager, c'est de dire tous les problèmes qu'ont les consommateurs avec des pannes sur les filtres à particules, vannes légères ou admissions encrassées, c'est un problème de maintenance. Il faut nettoyer une fois par an ces injecteurs. Et comment on fait ? Oui, alors là, on parlait, en plus, David, on a pris l'exemple des diesels qui sont encore plus sensibles à l'encrassement des injecteurs, mais c'est vrai aussi sur les moteurs essence. Bon, alors évidemment, on ne bouge pas le filtre à particules, mais on va aussi dégrader le fonctionnement et arriver à des pannes comme la voiture qui cale quand on démarre. La voiture de fret, c'est une essence. Oui, c'est une essence. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Alors en fait, il existe des produits, qu'il faut pas prendre des petites doses, il faut prendre des doses curatives à mettre dans un réservoir. Un traitement de cheval, quoi, en gros. Il faut au minimum 1 litre ou 1,5 litre, voilà, c'est ça. Et de façon à pouvoir rétablir cette pulvérisation, parce que, vous voyez, c'est un peu dommage, les constructeurs n'ont pas trouvé la sémantique pour expliquer ce phénomène. Finalement, je ne vais pas citer de marque, mais vous prenez des fabricants de lave-linge, votre lave-linge dure plus longtemps avec machin. Donc ils n'ont pas pris les fabricants de lave-linge quelque part n'ont pas pris à cœur le problème de l'eau calcaire, par exemple. Donc chez les constructeurs, ils n'ont pas trouvé les mots pour finalement dire c'est pas de notre faute. On fait des injecteurs qui sont ultra précis, mais il faudrait nettoyer une fois par an par le biais d'un produit curatif. Certes, c'est un investissement. Il y a des marques meilleures que d'autres, puisqu'on parle vrai sur Sud Radio. Alors moi je vais le dire parce que David peut pas le dire. Mais ce qui fait en fait la qualité du produit, c'est bête, mais là pour le coup c'est le prix. Pourquoi ? Parce que il y a des agents actifs. Je vous la fais courte. Il y a des agents actifs dedans. Ils sont très chers. Donc si vous en mettez moins, c'est moins cher. Donc, quand vous allez dans un rayon de 100 auto, le bidon à 30 €, il peut pas être aussi efficace que le bidon à 80. D'accord. C'est pas possible. Et une fois par an, on n'hésite pas à mettre 80 €. Exactement, un litre. Et ça préserve à la fois son moteur et surtout
on diminue la pollution et en fait, les 80 €, on va en récupérer une partie parce que on va consommer moins. Et c'est une question de Stéphane qui dit est-ce qu'il y a des marques à conseiller et quels sont les signes qui nous alertent pour savoir s'il y a un problème. Est-ce que nous disait Fred, c'est-à-dire au démarrage Là, la voiture qui cale, la voiture qui va brouter un petit peu, qui répond mal à l'accélération. Ouais. Des moteurs qui en accélération, qui claquent, qui font un peu les castagnettes, des problèmes de démarrage à froid, voilà un petit peu les symptômes, ou alors quand c'est un peu plus grave, le voyant filtre à particules qui s'allume. On nous parle vite fait, en 30 secondes, excusez-moi de vous bousculer, David, du nettoyage hydrogène sur la page Facebook. C'est Stéphane qui pose la question, ça marche ça ou pas? Sur l'hydrogène ne peut pas nettoyer les injecteurs parce qu'en fait l'hydrogène qui est balancé dans l'admission se recombine à l'oxygène et fabrique de l'eau. Et l'eau crée une corrosion au contraire sur les injecteurs. Donc pour les injecteurs, il ne faut pas faire l'hydrogène, il faut passer par le carburant exclusivement. Et Alex dit, si on prend de l'essence enrichie, est-ce qu'on a besoin de faire ce traitement toujours sur la page Facebook de Sud Radio? Alors les essences premium qui sont vendues, il faut les utiliser parce qu'elles contiennent des anti-usures. Malheureusement, c'est de l'homéopathie pour traiter les phénomènes d'encrassement. Ok, donc un traitement par an. Fred, on a répondu à votre question? Oui, nickel. Après, super. Il faut rajouter le nom du produit. Et puis, on vous donne tout ça. Merci. Vous donnez les coordonnées de David, comme ça vous ferez votre cuisine. Merci pour tout. Merci à vous deux. Merci Fred. Merci David Desragnécourt, directeur général de Sphère et Tech. Merci monsieur le docteur Moteur. Docteur Moteur, c'est bien aussi. Ouais, docteur Moteur. On vous souhaite un bon week-end. Allez, dans quelques instants, une autre question auditeur au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez sur Sud Radio, on parle auto et avec vous. Et nous sommes avec vous, vous le savez maintenant, jusqu'à 13h30 sur Sud Radio. On parle auto avec vos questions qui ouvrent chacun de nos sujets. Et d'ailleurs, il y a des moments qui vous sont complètement consacrés. C'est le cas au 0826 300 300 maintenant, où nous retrouvons Véro. Bonjour Véro. Oui, bonjour. Bonjour Véro. Bonjour Jean-Luc. Super voix, Véro. Je vous remercie. Vous êtes dans quelle région? C'est pour savoir si je vais vous voir juste après ou pas. Dans l'Aveyron. J'adore. Vous êtes où dans l'Aveyron? On est dans le sud d'Aveyron. Qu'est-ce que c'est beau ce département. C'est beau l'Aveyron. C'est un truc de dingue. Alors, on vous écoute. Alors, nous avons acheté un Touran 2, 1,6 de fin 2018. On l'a acheté à 56 ou 57 000 km. C'est un Touran 3, parce que le 2, c'est avant. Ah bon, non, mais c'est un détail. Vous avez acheté un Touran 3, voilà. Il a un souci au niveau de la marche arrière. Elle a tendance à craquer. Alors, pas tout le temps, mais elle a tendance à craquer. Donc, du coup, j'ai appelé le service client Volkswagen pour savoir comment il fallait procéder, parce que, c'est quand même une pièce, je pense, importante. Ils m'ont dit d'aller voir un garage. On a fait un diagnostic en plusieurs reprises. Ils m'ont dit que c'était l'embrayage. Moi, autour de moi, on m'avait parlé du volant moteur. Donc, j'insiste bien pour leur demander, vous êtes bien sûr, il n'y a pas de souci, pas de problème, c'est l'embrayage, faites-nous confiance, pas de problème. Faites-moi confiance. Ils font l'embrayage. Et puis, on fait une demande de prise en charge. Ils vous ont pas changé le volant moteur en même temps? Et non, parce qu'ils m'ont dit qu'il était parfait. D'accord, ok. Moi, je ne sais pas s'ils l'ont pas démonté, comment ils peuvent savoir, parce que c'est des volants moteurs, ce qu'on appelle bimass, qui ont un rôle d'amortisseur. Si le système n'est pas démonté, on ne peut pas savoir s'il est parfaitement opérationnel. Donc, juste en le regardant, ils vous ont dit c'est bon, il est bon. C'est super, c'est super. Ils ont dit c'est super. Voilà. Okay. Donc moi je fais confiance. Donc ils ont fait quand même une demande de prise en charge commerciale que j'ai trouvé super. J'ai eu 70% de prise en charge par Volkswagen. Là, vous avez eu de la chance, Véro, parce que sur un embrayage, normalement, qui est considéré comme une pièce d'usure, les constructeurs, ils se font tirer l'oreille pour prendre une participation. Et ça, j'en ai conscience. C'est pour ça que je suis un petit peu embêtée, parce qu'ils ont été super, finalement, le garage avec moi, parce qu'ils ont été carrément corrects. Je suis ravie. Sauf que le problème, c'est quand je récupère la voiture, la marche arrière, elle craque toujours. Alors, parce que quand vous m'avez envoyé votre question, je me suis dit tiens quand même, comme j'ai essayé le Volkswagen Taigo, j'étais avec les gens de Volkswagen, je leur ai dit mais dites donc sur un Touran quand on passe la marche arrière ça craque, parce que ça peut être le synchro, ça peut être plein de choses en fait sur la boîte de vitesse. Alors leur réponse, mais on va aller plus loin parce que là il y a mes furets du service technique qui vont chercher une solution. Ils m'ont dit oui. Alors quand ils vous disent oui, c'est qu'il y a ça arrive que ça craque. C'est qu'il y a un vrai souci. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'identifié chez eux. Ça ne le fait pas sur toutes les voitures, mais il y a effectivement un souci. Alors,
On vous dit toujours la même chose. On dit ouais, mais quand vous passez à marche arrière, il faut bien débrayer puis attendre avant de passer la marche arrière. Voilà, on m'a dit que je le faisais pas très très bien. Ah, c'est moche. Non, mais pourquoi pas? Mais je voudrais vraiment savoir. Ouais. Alors, ouais, la question, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a Qui c'est qui siffle derrière vous? Excuse-moi, Véro. Ah non, alors ce n'est pas un sifflement, c'est une petite fille qui crie. Ah, d'accord. C'est la boîte de vitesse, c'est la marche arrière qui... Elle n'apprécie pas qu'on kidnappe sa maman. Oh, c'est moche. Oh, ma choupette, quel âge elle a? Elle a 20 mois. Ah bah oui, mais c'est normal, c'est effectivement, choupinou. toute petite. Alors, on va faire vite, il reste une minute. Allez, avant qu'elle commence à Donc, dire. j'ai posé la question, on va savoir vraiment si c'est un défaut sans gravité, et il faudra être patiente quand vous passez la marche arrière. Ça, je le saurai là la semaine prochaine. J'ai pas encore eu la réponse. Ou alors s'il y a un vrai souci sur votre voiture. Et dans ce cas-là, vous rajouterez au dossier, parce que ça fait déjà 2-3 qu'on a. Un jour, on fera un point sur l'état d'avancement des dossiers qu'il y a chez Volkswagen. Il y en a quelques-uns quand même. Donc c'est toujours le même interlocuteur que j'ai. En plus, à chaque fois, maintenant quand je l'appelle, je lui dis c'est le casse-pied à l'appareil. Là, j'ai un souci avec un Touran. Donc je m'occupe de vous, Véro. Mais en tout cas, dites-vous bien que le fait que ça craque sur le Touran quand on passe la marche arrière, ça a surpris personne quand j'ai dit ça craque. D'accord, ouais, donc ils connaissent le truc. Ils connaissent le truc. Maintenant, la vraie réponse, c'est est-ce que c'est réparable ou pas réparable, ou est-ce que c'est un défaut qui est inhérent à ce véhicule-là? Et ça, cette réponse-là, je vous la donnerai. Ce craquement, on se demande si ça touche autre chose. Est-ce que ça peut détériorer un autre élément? Ouais, bah si, les dents des pignons, ça c'est clair. Hein, à partir du moment où ça craque quand on passe une vitesse, la boîte, les dents des pignons, ils aiment pas. Mais ça, je vais pouvoir vous répondre bientôt. Eh ben Véro, c'est génial. Comment s'appelle la choupette? Mélina. Alors Mélina. Oui. On vous laisse aller faire un énorme câlin à Mélina. Vous l'embrassez de la part de Tata Lolo et tonton Jean-Luc. Et puis vous revenez vers Véro très vite. Je reste en contact avec Véro. Je vous remercie. On vous embrasse Merci, fort Véro, et profitez au revoir. bien de l'Aveyron, c'est vraiment trop joli. Allez, à suivre, on va parler pneus aussi, c'est toujours important ça. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous allons d'abord accueillir notre invité. Il s'agit de Cyril Rocher, expert innovation chez Michelin. Bonjour Monsieur Rocher. Bonjour Cyril. Vous allez bien? Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, meilleurs vœux à tous les deux. Voilà. Merci Cyril beaucoup. qui commence à être abonné à l'émission. Ouais, on adore. Mais on avait une vraie question de Xavier qui est avec nous. Xavier bonjour. Qui possède... Bonjour Xavier. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. On Xavier vous écoute. Qui possède une BMW M140i. Ah mais c'est la journée des C'est la journée BMW. Ah ouais, c'est une super voiture. Super voiture, ouais, moteur 6 cylindres, turbo, combien? 340 chevaux. Ouais. Et qui va donc me vendre pour 5 000 € à la fin de cette émission. Exactement. Alors, Xavier, ce que j'aime beaucoup chez Jean-Luc, c'est qu'il croit au Père Noël, même le 22 janvier, lui. Mais... ah ouais, vous avez une super bagnole. On vous écoute. Ouais, alors j'ai un petit défaut avec cette voiture. Voilà, aucun défaut, mais simplement, j'ai du mal à l'utiliser quand c'est des chaussées humides ou enneigées. Et comme j'habite dans le sud-ouest, je vais souvent en montagne sur les stations de ski. Et comme ma voiture est une pure propulsion, non pas une 4 roues motrices, j'aurais voulu l'équiper avec des pneus Cross Climate 2. Donc des pneus 4 saisons. Voilà, qui sont des pneus qui sont, d'après ce que j'ai pu lire, la version numéro 2, des pneus d'exception, visiblement. Alors, j'ai contacté Michelin. Alors, c'est un petit peu compliqué pour contacter Michelin. Enfin, j'y suis arrivé. J'ai eu une interlocutrice qui m'a expliqué que oui, la dimension pour ma voiture, ça existait, mais que il ne me recommandait pas. Il fallait aller voir chez BMW. Je suis donc allé voir mon concession BMW. Je leur ai expliqué mon problème, savoir si je pouvais monter ces pneus Cross Climate 2 sur ma BMW. Et ils m'ont répondu, oulala, ça, nous, on ne peut pas s'engager. Voyez avec Michelin. Donc, je suis entre Michelin et BMW et personne ne peut me dire si... Eh bien si, nous on va pouvoir vous le dire. Parce que nous on parle auto sur Sud Radio, on parle et vrai. on a Cyril avec nous. Alors Cyril, il a tout entendu, il Bonjour, a tout Cyril. compris. Bonjour Xavier. Bon, Cyril, expert innovation chez Michelin. la question, est-ce qu'on peut mettre ces Cross Climate 2 pneus 4 saisons sur la BMW M140i de Xavier? On a les dimensions. Oui, la réponse est oui, c'est tout à fait légal. D'abord, merci d'avoir choisi Michelin. Moi, je suis toujours chez Michelin, il n'y a pas de problème. Nous, on est gonflés, on aime bien. Merci de la confiance que vous êtes à la base. Oui, c'est tout à fait légal, bien sûr. En fait, c'est vrai que souvent les voitures, un petit peu comme les BMW, Mercedes, Audi, etc., ont des marquages qu'on appelle constructeurs. Donc, ils développent des pneus spécifiquement. Voilà, il y a une étoile.
Mais c'est tout à fait légal de remplacer un pneu marqué donc avec une étoile par un pneu de remplacement, en particulier donc un Michelin Cross Climate 2. Sur le site de Michelin.fr, d'ailleurs, si vous tapez la BMW 140i, vous allez trouver le Michelin Cross Climate 2. Voilà. Il est recommandé, il est proposé, et en fait, voilà. La seule chose qu'on vous demande, par contre, c'est qu'on recommande effectivement, quand vous passez d'une montre constructeur à une montre remplacement, de les changer par 4. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme vous allez passer d'une montre qui a été spécialement réglée pour la voiture, si vous faites que 2 pneus, vous allez trouver un comportement un petit peu bizarre qui risque de... De toute façon, non, je changerai bien sûr les 4, ça c'est sûr, c'est acquis, oui, absolument. Et vous allez rouler toute l'année avec, Xavier ? Ben oui, je roule toute l'année avec. Enfin bon, j'ai un autre véhicule de fonction, hein, donc c'est vraiment pour le plaisir. Mais seulement, moi, ma crainte, c'était parce qu'il m'arrive de rouler quelquefois un petit peu très vite, sportivement, sur les autoroutes allemandes, bien entendu. Est-ce que les Cross Climate vont supporter la puissance et le couple ? Exactement. Voilà, 500 Nm de couple, donc est-ce que ça peut encaisser ça ? Et j'irais même au-delà de ça, parce que là on parle d'un modèle particulier que peu de gens possèdent, mais quand on a des voitures avec un fort couple, et je pense par exemple aux voitures électriques qui ont un couple instantané assez important, est-ce que ces pneus 4 saisons là, ils sont adaptés à des véhicules comme ça, puissants et avec beaucoup de couple ? Oui, bien sûr. Alors, la réponse est oui, du moment qu'on respecte bien sûr de mettre la même dimension, le même indice de charge et le même indice de vitesse. Mais à partir du moment où vous avez l'indice de vitesse, si c'est un pneu qui est par exemple homologué avec un indice de vitesse Y, ça veut dire que le pneu est testé pour plus de 270 km/h. Donc de toute façon, en Allemagne. Voilà. Mais il est testé sur volant en particulier, ou sur la piste d'essai de Ladoux. Mais ça veut dire que c'est un pneu qui est capable de largement résister aux contraintes de couple. Et d'ailleurs, on propose des montivers même sur des véhicules comme ça. Donc, je vais faire ma blonde, les petites routes de montagne, c'est parfait, quoi, finalement. Hein. Ça peut encaisser ça. D'accord. Je vais faire ma béotienne, messieurs, parce que là, ça parle entre garçons qui se connaissent bien. Quand on parle de couple, de démarrage, tout ça, voilà. Est-ce qu'on peut, Jean-Luc, un petit peu, voilà, pour tous ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio. Le couple, c'est la force du moteur. Voilà, et la puissance, c'est un travail. Donc, la puissance, c'est le couple par un régime moteur. Je prends un truc simple. Vous avez une pelle pour creuser un trou. Le couple, c'est la taille de la pelle. Donc, à chaque pelleté, vous enlevez beaucoup de terre. La puissance, c'est le nombre de coups de pelle que vous allez mettre dans un temps donné. D'accord, voilà. C'est plus clair. Donc, pour moi et pour tous ceux qui ne savaient pas. Avec une grosse pelle, on peut mettre des pneus Cross Climate. C'est ça. Ça existe. Cyril, on peut équiper pratiquement toutes les voitures avec un Cross Climate 2 ? Alors, effectivement, le Michelin Cross Climate 2, du moment que vous trouvez la dimension, bien sûr, qui est pour votre véhicule, mais il y a plus de 100 dimensions dans le Michelin Cross Climate 2, donc il y a de grandes chances que vous trouviez, pour la plupart des véhicules, on va dire, courants du marché, un Michelin Cross Climate 2 qui ira sur votre véhicule, bien sûr, oui. D'accord. Les tarifs par rapport à un pneu été, c'est un peu plus cher, mais c'est moins cher qu'un pneu hiver ou c'est équivalent ? C'est à peu près le même prix, c'est pas tellement beaucoup plus cher. Alors, nous, on fixe pas les prix, hein. Vous savez que les prix sont libres et sont fixés par les revendeurs, mais en général, c'est un tout petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher qu'un pneu été. Et puis surtout, il faut garder en mémoire que ça vous évite d'avoir à changer les pneus. C'est ça. Ou d'avoir des jambes de rechange. Donc, de toute façon, au bout, vous y retrouvez largement. Est-ce que je peux juste poser une petite question ? Ah bah bien sûr. Oui. Mon épouse a une voiture équipée en Alpin 6. C'est fabuleux. On passe partout. C'est vraiment génial. Est-ce que ma BMW équipée de pneus 4 saisons sera aussi performante sur la neige quasiment ou pas ? Alors, on va dire que sur des conditions de neige normales, un pneu alpin est meilleur qu'un Cross Climate, c'est normal. Mais par contre, le Cross Climate 2, il est homologué quand même avec le marquage 3PMSF, ce qui veut dire que d'abord, avec la nouvelle loi montagne, il est quand même légal dans les régions de montagne. Donc on peut tout à fait l'utiliser, il est légal. Et après, c'est quand même un pneu qui est quand même impressionnant aussi dans les conditions de neige normales. Voilà, nous ce qu'on recommande quand même, c'est que pour quelqu'un qui habite à la montagne ou qui y va tous les jours avec de fortes conditions de neige, voilà, un alpin sera quand même bien sûr meilleur. Mais par contre, en été, un alpin ne sera pas recommandé. Bien sûr, d'accord. Donc c'est un très bon compromis, quoi. Le Cross Climate. Voilà, c'est un excellent compromis. Bon. Pour tous ceux qui doivent changer leurs pneus en ce moment, on peut se poser la question. Est-ce que si vous habitez dans une zone qui est proche d'un endroit où il peut y avoir de la neige, on peut se poser la question aujourd'hui. Est-ce que en remplacement de mes pneus, est-ce que je prends pas du 4 saisons ? En fait, ce qui peut être un bon choix. C'est un très bon choix. Si vous habitez, on parlait du sud-ouest, mais partout dans le sud-ouest, si vous rendez régulièrement dans les Pyrénées pour skier,
l'hiver, c'est un très très bon choix parce que la plupart du temps, c'est une très très bonne solution pour passer et qui vous permettra de monter à la station sans problème. Et surtout, éviter la corvée des chaînes. Exactement, oui. exactement. C'est galère, ça. Là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Non, c'est ça. Et moi, la première fois que j'ai dû changer une chaîne, j'étais toute seule. C'était sur une vieille R5. Il y a les chaussettes, c'est moins pire. Ouais. Oui, ouais, mais enfin bon. Autant prendre des bons pneus. Merci beaucoup, vous avez messieurs. eu votre réponse, Xavier, c'est bon, ça y est? Je suis rassuré, je vais pouvoir équiper ma voiture, pas de problème. Génial. Merci Cyril, merci Xavier. Merci à vous tous, au revoir. Et passez un très bon week-end. Nous étions avec l'expert innovation de chez Michelin, entre autres. Vous faites comme notre ami Xavier, vous avez une question à poser, vous nous appelez dès maintenant 0800. Mais pas que. Ça peut être aussi une question de cuisine. Ah non, c'est pas la même. 0826 300 300. Juste après le journal de 13h, vous avez la parole en direct dans On parle auto. Rejoignez-nous maintenant pour toutes vos questions. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Avec au programme de notre demi-heure, évidemment, on va parler voiture de collection aussi dans quelques minutes, l'ami Jean-Luc. Est-ce que ça se vole une voiture de collection? C'est une bonne question. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'on vous la vole, cette voiture chérie? Ah oui, moi je suis assez d'accord. Et puis vous le savez, eh bien, nous avons ce moment qui est privilégié où l'on vous rencontre 13h juste après le journal. On vous accueille au 0826 300 300 pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et puis également les questions Facebook que je fais vivre tout au long de l'émission, dont celle qui a été posée tout au début de l'émission sur l'élan. Vous savez, l'élan au Canada. Le fameux test de l'élan, ouais. Le test de l'élan au Canada, c'est quoi ? Alors le test de l'élan, en fait, aujourd'hui il est repris par les constructeurs. Le test de l'élan, ça consiste, on imagine que en sortie de virage, en plein milieu de la route, vous avez un élan. Alors un élan, c'est quand même un avec des bois assez conséquent. Il vaut mieux pas taper dedans. Surtout, le vrai problème avec l'élan, c'est qu'il a des grandes pattes. Donc si vous tapez dedans, le corps va rentrer dans la voiture. Donc on peut considérer que l'élan y est mort, mais vous également. Donc il vaut mieux éviter un élan. Donc le test de l'élan consiste à éviter cet obstacle. Voilà, faut pas avoir trop d'élan déjà. Et donc on arrive sur l'obstacle et on donne un coup de volant pour éviter l'obstacle. Souvenez-vous, alors ça va pas nous rajeunir, ça devait être au début des années 90 quand Mercedes a sorti la Classe A, la première petite Mercedes. Il y avait un test qui avait été fait, le test de l'élan, et la voiture s'était retournée. Et en fait, on s'était rendu compte après que les journalistes avaient triché, ils avaient mis une roue plus grosse qu'une autre pour faire retourner la voiture. Bah oui, vous savez comment ils sont, ça c'est pas bien. Voilà. Bon, c'est ça, le test de l'élan, c'est un test d'évitement quand on arrive sur un obstacle. On accueille Gilles au 0826 300 300. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Merci de nous écouter, vous appelez d'où? De Montbonneau, c'est près de Grenoble. D'accord, on vous écoute. Alors voilà, je voulais poser une question donc à Jean-Luc. Et voilà, j'ai une Peugeot 2008 de 2019. Et bon, c'est vrai que par rapport à ces conseils que j'avais eus par rapport à une radio précédente, eh bien, j'avais pris donc le modèle 2008 3 cylindres, 110 chevaux. D'accord. Et bon, dans l'intention de faire comment dirais-je, de passer au bioéthanol après, parce qu'on voit à quel niveau on en est maintenant le prix des carburants. Vous n'êtes pas tout seul aujourd'hui. Si je voulais prendre que des questions sur l'éthanol, on pourrait faire une émission toutes les semaines. Ce que j'allais dire. On va en parler plus la semaine prochaine parce que il y a de l'actualité sur ça. Mais du coup, pour répondre à Gilles. Alors oui, le moteur PureTech PSA, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ce que vous aviez d'ailleurs sur votre voiture, Laurence. Sur ma C4 qui avait quand même plus de 10 ans déjà. Ah non, alors c'était pas ça. Non. Vous aviez pas une J'avais DS? un diesel. Ah non, je pensais que vous aviez une DS3. Après. Oui. Entre la C4 et maintenant, oui, une petite DS3. Mais c'était essence ou c'était essence. Oui, c'était un PureTech. Oui, c'était ce moteur-là. Alors ce moteur-là, il y a eu les fabricants de boîtiers ont eu beaucoup de mal à adapter en fait ce moteur-là à l'éthanol. Pourquoi? Parce qu'il a des phases de fonctionnement qui sont ce qu'on appelle, alors on va dire en fonctionnement stratifié. C'est compliqué. Il fonctionne en mélange pauvre. Pour consommer moins, il y a des moments où on injecte un petit peu moins d'essence, voilà, ça permet de faire des économies de carburant. Il a donc ces phases de fonctionnement qui s'adaptent mal à l'éthanol. Donc il y a eu toute une mise au point qui a été faite. Aujourd'hui, ça fonctionne, mais c'est pas un des moteurs sur lesquels ça marche le mieux. Il y a même certains fabricants de boîtiers qui ont laissé tomber l'affaire. Il y en a d'autres qui ont continué, parce que vous savez que quand vous mettez un boîtier, c'est ça l'avantage par rapport à une reprogrammation qui, je vous le rappelle, est interdite. L'avantage du boîtier, c'est que si vous avez un souci, une panne,
vous avez la garantie du fabricant de boîtier qui se substitue à celle du constructeur. Parce que le constructeur, lui, si vous êtes en panne avec votre moteur, que vous avez roulé à l'éthanol, il va dire, attendez, moi la voiture, elle n'est pas homologuée pour l'éthanol, donc vous vous débrouillez. Là, c'est donc la garantie du fabricant de boîtier qui va prendre le relais. Donc ça, c'est un parachute quand même. Mais là, dans le cas du PureTech, il y en a qui ont lâché l'affaire, comme je vous dis, il y en a qui continuent. Biomotors, par exemple, fait toujours des boîtiers adaptés pour cette voiture. Est-ce que moi, je vous conseillerais de le faire? Non. D'accord, voilà. Je vous dis clairement non. Gilles, vous avez votre réponse. Ah, on a perdu Gilles. Ça ne marcherait pas alors. C'est pas que ça marcherait pas, c'est qu'il y a un risque. Ouais, voilà. Ça va abîmer. C'est pas forcément abîmé, mais il y a un risque. Donc, quelque part, est-ce que vous acceptez de prendre un risque ou pas? C'est ça la vraie question. Donc, Gilles, là, on va vous laisser faire votre propre choix, monsieur. Oui. Je vais revendre la voiture. Voilà, le choix est fait. Bon, merci beaucoup. Revendez-la et puis prenez une Ford qui est directement d'origine à l'éthanol. Allez, merci. C'est l'essai de la semaine prochaine. Gilles, on vous souhaite un très bon week-end du côté de Grenoble. Je vous pousse un peu parce qu'on a Michael aussi qui vient de faire le 0800 26 300 300. Gilles, on vous embrasse très très fort. Bonjour Michael. Bonjour Michael. Bonjour Michael. Bonjour Jean-Luc, bonjour. Voilà, alors en fait, moi ma question c'était, j'ai également, on parlait de BMW ce matin, une 530D. D'accord. Voilà, j'ai changé il y a 10 mois mes deux pneus arrière des Run Flat. D'accord. Des dimensions 275-35 en R20. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les 800 km qui ont suivi, j'ai eu un éclatement de pneus à l'arrière dû à une fissure apparemment de perte de pression de la jante qui aurait fissuré l'arrière gauche. Donc j'ai changé la jante, ça m'a coûté 900 €. Et là, je viens de faire ma révision annuelle de la 530. Et le garage me déclare que la roue arrière droite, ce coup-ci, elle aussi commence à fissurer. J'ai une perte de pression qui s'affiche au tableau de bord. En fait, j'aurais voulu savoir quand même la fiabilité de ces jantes chez BMW. Là, on me redemande 900 €. Oui. Alors, il y a trois choses dans votre cas. D'abord, merci de nous faire confiance. Les grosses roues, c'est joli, mais vous avez un flanc de pneumatique qui est très bas, donc il y a peu d'air. Donc à chaque fois que vous avez des chocs violents, c'est la jante qui subit ce choc. Une jante en tôle, elle se tord. Une jante en aluminium, quand elle prend des chocs, ça fait des micro-fissures qui, avec le temps, risquent même de provoquer carrément la casse de la jante. Donc les grosses roues, quand vous choisissez votre voiture, vous allez chez le concessionnaire, vous cochez la liste d'options, les grosses roues en aluminium, il faut penser à ça. Il faut penser aux pneus qui vont être plus chers, la consommation qui va être plus importante, et les chocs. Ces risques-là avec des chocs. Donc, dans votre cas, il est probable, exactement, le nid de poule que vous prenez un peu vite, avec des grosses roues comme ça, malheureusement, c'est les jantes qui trinquent. Alors les pneumatiques aussi, mais les jantes également. Donc dans votre cas, malheureusement, il n'y a pas. Si vous dites à BMW c'est un défaut, ils vous diront on est désolé. Ils pourraient sans doute arriver à trouver des traces de choc. C'est vrai que les routes françaises, malheureusement, sont de plus en plus mal entretenues. On a des chocs partout. Il y a une autre source de choc importante que je vais vous donner. Laurence, elle va trouver. Une autre source de choc importante contre laquelle on râle tout le temps, c'est quoi? C'est les ralentisseurs. Exactement. Les gendarmes couchés. Les ralentisseurs, c'est juste une catastrophe. Donc, j'ai pas de solution malheureusement dans votre cas à part remplacer la jante. Du coup, ce que je comprends bien, ce que je comprends bien pour Michael, c'est il peut pas se retourner contre BMW. Il ne peut rien faire. Malheureusement, voilà. Malheureusement, non. Mika, on est désolé. Désolé, mon Michael, on peut pas vous aider. Bon, alors on a un problème de réseau. Votre téléphone, il n'arrête pas de couper, Michael. Je suis désolé. En plus, c'est quand même les moins sensibles. Oui, c'est les moins sensibles, on est d'accord. On est d'accord, mais c'est à la fois les plus grosses aussi. Merci beaucoup, Michael. Ça coupe beaucoup. Le téléphone est très bizarre. Je ne sais pas où il était, Michael. Rapidement, parce qu'on est très très en retard. On a quelques questions Facebook. On les gardera pour la semaine prochaine. Je les note. Ne vous inquiétez pas. Je serai votre voix la semaine prochaine. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Bon, désolé, parce qu'on a d'autres questions Facebook, mais vous êtes tellement nombreux à venir nous rejoindre, ça nous fait vraiment plaisir. On va parler avec le fondateur de LDA, Lucien François Bernard, d'une question de... C'est un assureur spécialisé dans les voitures de collection, et Lucien François Bernard est aussi le référent, on va dire, collection pour le groupe AON. C'est le premier courtier mondial en assurance. Et aujourd'hui, il sait de quoi il parle. On en parle parce qu'il y a Florian qui nous a posé une question par mail. Les voitures anciennes sont-elles sujettes au vol? Voilà, il met
Méhari, Florian. Il a une Méhari, il voulait savoir s'il existe des solutions efficaces pour empêcher le vol. Et la première question que je poserai à Lucien François Bernard, bonjour. Bonjour. La première question, c'est est-ce que ça se vole facilement les voitures de collection ou pas ? Alors, ça se vole plus facilement qu'une voiture qui serait équipée, une voiture moderne, qui serait équipée de toutes les protections électroniques que l'on a en place aujourd'hui. Mais dans les faits, ça se vole finalement assez peu. Vous, chaque année, vous envoyez passer beaucoup des déclarations de vol comme ça ? Non, quelques unités, je dirais que ça se compte sur les doigts des deux mains, alors que nous assurons des milliers de voitures. Mais le vol n'est pas quelque chose de systématique. Enfin, c'est pas un sinistre habituel pour nous. On en a. Mais souvent, ce sont des vols qui servent à constituer des banques d'organes pour des voitures anciennes. Ça se vend en petits morceaux, si vous voulez. Mais les voitures ne se volent pas pour être de nouveau aux mains d'un conducteur, amateur de voiture. Ça n'existe pas. Ça. D'accord. Alors, tiens, on va continuer sur l'assurance. Si on me vole ma voiture ancienne, je suis remboursé sur quelle base ? Comment ça se passe ? Parce qu'on sait qu'il y a une cote Argus pour les véhicules récents, mais pour les voitures anciennes, ça se passe comment ? Alors, les contrats sont basés sur une valeur déclarative et la valeur déclarative, elle est contestable naturellement au moment du sinistre. Donc, le mieux, c'est d'avoir une valeur agréée, comme pour un objet d'art, vous décernez une valeur, elle est contractualisée dans le contrat et elle est payée sans l'ombre de discussion au moment d'un sinistre. Notre contrat, par exemple, est basé exclusivement sur la valeur agréée, ce qui suggère une expertise préalable valable 2 ans ou 3 ans, parce qu'on n'a pas vu de perte de valeur sur des voitures anciennes depuis très très longtemps. Donc on peut considérer qu'une valeur agréée l'est pendant 2 ou 3 ans. Voilà, c'est ce que l'on peut trouver de mieux sur le marché aujourd'hui. Valeur agréée et non pas valeur déclarée. D'accord, mais ça c'est pour des véhicules, j'imagine, qui sont quand même d'un certain niveau de prix. Si j'ai une 4L qui vaut 3 000 €, je ne vais pas tous les 2 ans ou tous les 3 ans faire une expertise qui vaudra le prix de la voiture. Non, certes. Alors là, ce sont des valeurs déclarées, mais encore qu'une 4L 3 vitesses première série, c'est... Oui, puis on a vu des 2 chevaux dépasser la barre des 100 000 € aussi. Donc ça n'est pas quelque chose de très courant. Écoutez, non, ça c'est de la valeur déclarée, à dire d'experts après sinistre, donc ça supposera une déclaration effectivement entre l'expert, le client, l'assureur. Enfin, voilà, il n'y a rien d'établi préalablement et contractuellement. Est-ce qu'il y a quand même, parce que là, Florent Dutuche est le fondateur entre autres, une assurance comme ça qui est spécialisée pour les voitures de collection, mais est-ce qu'on est obligé de passer pour des assurances spécialisées ou on peut se faire assurer sa voiture de collection auprès de son assureur classique en fait ? Alors, je ne sais pas qu'on aborderait ce sujet, mais les voitures de collection s'assurent avec des contrats, au travers d'un contrat spécial qui tient compte justement de l'usage très faible des voitures, le kilométrage qui est un élément déterminant pour la sinistralité est naturellement très très faible pour les voitures de collection. Ouais. Est-ce que vous demandez, quand on est assuré contre le vol pour un véhicule de collection, la pose de certains appareils électroniques, des GPS, des choses comme ça, ou je sais pas, les trackers, le tracker ou la canne anti-vol ou l'anti-vol électronique. La canne anti-vol, pourquoi pas ? Ça reste quelque chose de mécanique. C'est un retardateur de vol. Cela dit, si quelqu'un veut vraiment voler une voiture, il la volera. Les trackers sont un ustensile de recherche des voitures et d'identification de l'endroit où elles peuvent être. Moi, je ne demande rien de très particulier autre que ce qui est posé sur les voitures modernes de collection aujourd'hui, donc anti-démarrage, coupe-circuit, etc. Enfin, tout ça, ça existe. Mais je crois que les précautions sont prises par les collectionneurs eux-mêmes. C'est presque du bon sens. C'est agir en bon père de famille. Enfin, voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet des voitures de collection. Là, des nouveaux rendez-vous. Oui, je veux dire, moi, un bête anti-démarrage, c'est-à-dire un interrupteur qui va couper l'alimentation du contact, que vous cachez quelque part, voilà, ça déjà, c'est un anti-vol. Sauf si le gars a décidé vraiment qu'il allait venir avec un camion et vous embarquer la voiture, on peut rien faire. Lucien François Bernard, fondateur de LDA et responsable des voitures de collection pour le groupe AON, premier courtier mondial en assurance, était avec nous aujourd'hui. À suivre, dans quelques instants, quelle auto choisir, et c'est Mike Crosoft qui va venir nous poser la question. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ?
Et c'est un rendez-vous que vous appréciez, 0826 300 300 pour nous poser vos questions ou par mail, jeparticipe@sudradio.fr et vous n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone pour que l'on vous rappelle. Et là, c'est Microsoft que nous accueillons. En fait, c'est un pseudo. Parce Mais oui, on a compris. Mais c'est trop drôle. Pourquoi ce pseudo alors? C'est Bill Gates en fait. Bon, Mike, vous voulez rester anonyme, on vous respecte. On vous écoute. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Je vous appelle parce que j'ai beaucoup de mal à trouver un véhicule. Alors j'ai dû monter mon budget. Je cherche une voiture avec une position en hauteur, en automatique. J'ai pris le goût avec une Prius que j'ai eu très peu de temps. Hein. D'accord. Mais seulement en occasion, je trouve que du diesel. Hein. Donc là, je suis plutôt sur des C4 Picasso 2 en ETG6. Un litre 6 HDI, donc l'ancienne technologie. Alors là, vous allez tout de suite oublier cette boîte de vitesse qui est juste miséreuse. Hein. C'est une boîte mécanique robotisée, simple embrayage. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois. Alors, si, c'est rigolo, parce que quand vous êtes dans la voiture, tout le monde va faire le chien, comme ça. Vous savez, les chiens qui avaient sur les plages arrière dans le temps, là, qui avaient la tête qui remuait. Non, franchement, c'est pas bien. Il faut prendre à partir de 2015 avec la boîte EAT6, c'est-à-dire la vraie boîte automatique à 6 rapports. Et là, franchement, c'est très fréquentable. Dans les diesels, il faut choisir la version Blue HDI 1,6 litre, 120 chevaux. C'est le plus fréquentable de tous. Je dis fréquentable parce que il y a eu quelques petits soucis de fiabilité sur certains modèles. Celui-là, c'est celui qui s'en tire le mieux. Voilà. Donc, en plus, cette boîte automatique et ce moteur-là se marient très bien avec le Picasso, qui est une voiture confortable, où il y a de la place à l'intérieur, avec une consommation très mesurée, puisque si vous aviez une Prius avant, vous êtes habitué à des consommations basses, bah là vous serez à peu près à la même chose avec un diesel. Alors par contre, ça sera un peu plus bruyant. Hein, Par contre, on est hors budget, là, du coup, forcément. Et vous avez quoi comme budget ? Environ 9 000. Ah oui, il faudrait être à 12 000 pour commencer à avoir l'autre modèle. Vous ne pouvez pas faire un petit effort? Alors, Laurence peut peut-être vous aider. Et alors, pour 9 000 euros, qu'est-ce qu'on lui propose à l'ami Mike? Alors, moi, je lui conseillerais un Picasso, mais pas avec cette boîte. Oui, d'accord, mais du coup, il n'a pas le budget pour. Vous n'avez pas le budget pour. Parce que la boîte ETG6, là, cette boîte robotisée, c'est vraiment pas bien. Alors, c'est pas bien en agrément, c'est pas bien en fiabilité, c'est bien nulle part. Donc, si vous prenez ça, vous allez être déçu. Alors, c'est faux. Mais est-ce que pour 9 000, on partirait pas sur autre chose carrément? Alors, comme vous étiez habitué à de l'hybride, une Prius Plus aux alentours de 9 000 euros, ça doit pouvoir se trouver. Alors, ça sera très kilométré, mais vous en fichez parce que c'est hyper fiable. Et là, pour le coup, vous êtes sur de l'hybride, même avec des kilomètres, fiable, avec un budget qui doit passer. C'est quoi des kilomètres? C'est 100 000, 200 000? C'est peut-être 150, 200 000 kilomètres. Alors justement, il y a bien un RX 400H dans les alentours. À combien de kilomètres? 225 000, de 2007, un pack président. Oui, alors pas de président, c'est bien, vous avez tout. Hein. Il n'y a pas de président dedans. Il n'y a pas de président dedans. C'est quoi, pas de président? Non, pas de président. Il sera aux prochaines élections, ils le mettront dedans. Non, mais vous avez l'intérieur cuir, vous avez une sono de super qualité, je peux vous en parler. C'est avec ça que je roule. Je suis venu avec ce matin à la radio. Elle a combien de kilomètres la vôtre d'ailleurs? 150 000, elle est neuve, elle est rodée, moi. Elle est 2005 et elle vient de finir le rodage. Bon, bah du coup. C'est hyper fiable. Et si vous roulez avec ça, par contre, le budget carburant sera plus élevé. Hein. En consommation, c'est 8-9 litres. Hein. C'est ça, c'est ce que j'ai vu, oui. Mais alors, du coup, je reviens sur ce que disait l'ami Jean-Luc. Mike, est-ce que ça vaut pas le coup plutôt de mettre 3 000 de plus Non, mais s'il met ses fesses là dans le RX 400H pack président, il aura plus envie d'acheter autre chose. Bon, bah, c'est cool. Faut vraiment regarder le dessous de la voiture, faut vraiment regarder dans le détail, mais c'est vrai que c'est une super auto. Bon, ben voilà, Mike. Ok. Et juste une dernière chose, si je peux me permettre. Ouais. Non. J'ai une question. Nous, par ici, on est assez sensible au fait que la voiture soit hermétique. Est-ce que vous n'avez pas une astuce pour vérifier? Parce que, essayer une voiture... hermétique, c'est-à-dire elle prend pas l'eau, plonger dans l'eau et voir combien de temps elle met à se remplir. Pourquoi vous avez eu des problèmes? Que l'hiver, on n'est pas gratté intérieur-extérieur.
Ah oui, c'est-à-dire que vous avez des problèmes. Mais non, mais déjà, il faut fermer quoi les fenêtres. Hein. Non, mais déjà, il faut fermer les fenêtres. Mais non, puis alors le truc, c'est que même l'hiver, quand vous roulez, vous mettez la clim en route. Vous mettez la clim en route qui va déshumidifier l'intérieur. Parce qu'en fait, ce que vous retrouvez avec du givre sur le pare-brise à l'intérieur, c'est de la condensation. Hein. C'est pas l'eau qui rentre à un moment ou à un autre. L'air contient de l'humidité. Donc quand vous avez une paroi froide, ça va se condenser dessus. Donc vous mettez en route la clim et ça va assécher l'air intérieur. Voilà. C'est ce qu'il faut faire si la voiture dort dehors. C'est déjà bien. Bon, Mike, on vous fait des gros bisous. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir, Mike. Au revoir. Ciao, Mike. Allez, tout de suite, les petites brèves de la semaine. Sud Radio, on parle auto. L'actualité de la semaine, Jean-Luc, c'est d'abord l'inquiétude de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, face aux ambitions électriques de la Commission européenne. Mais en effet, la Commission a signé l'interdiction de vendre des voitures essence et diesel à partir de 2035, ce qui, je cite, crée un risque social pour Carlos Tavares. Il prône plutôt, lui, l'adoption des véhicules hybrides, moins chers et pas plus polluants. Il a sans doute raison d'être monté au créneau, mais ça cache aussi pour moi une lacune du groupe Stellantis en matière de véhicules électriques et surtout de fabrication de cellules de batterie. Et d'ailleurs, comme un pied de nez à Carlos Tavares, c'est la Toyota Yaris qui reste le modèle le plus produit en France. Ouais, 156 464 unités sorties des chaînes de l'usine d'Onin en 2021. Elle était une nouvelle fois le modèle le plus produit dans l'Hexagone. Elle devance la Peugeot 3008 et le Renault Kangoo. Depuis le 31 janvier 2001, c'est la date de début de la production dans les Hauts-de-France. Plus de 4 millions de Yaris sont sortis des chaînes. Elle est belle, le dernier modèle est absolument magnifique. Le salon automobile de Lyon est confirmé pour le mois d'avril. Oui, décalé une première fois en raison du contexte sanitaire. Le salon Lyon aura bien lieu du 7 au 11 avril 2022. Il se déroule normalement fin septembre, les années impaires. Ce sera le premier grand salon européen de l'année 2022 puisque Bruxelles et Genève ont été annulés. Précisons quand même qu'il y aura, pour les amateurs de voitures anciennes, le salon Rétromobile qui sera à Paris du 16 au 20 mars. Et puis ça va faire plaisir à notre monsieur pneu de On Parle Auto, Dominique Stamfel. En Europe, en 2021, les ventes de pneus toute saison ont progressé de 35%. Dans un contexte plutôt positif pour les manufacturiers, avec une hausse générale des ventes de pneumatiques en 2021, on assiste à un véritable boom des pneus 4 saisons, des gommes qui sont capables de jouer le rôle de pneus hiver et pneus été. Leurs ventes ont bondi de 35% en Europe l'année dernière, soit 28,1 millions de ventes contre 20,9 millions en 2020. Ces pneus grignotent ainsi des parts de marché, même s'ils se vendent toujours plus de pneus hiver que de pneus 4 saisons, mais ça ne va pas durer. Voilà, merci pour les nouvelles de la semaine. L'ami Jean-Luc, on vous retrouve samedi prochain. Ouais, on parlera beaucoup d'alcool. On essaiera une voiture qui roule, on essaiera un Puma qui boit de l'alcool. Voilà. Et en tout cas, puisque la transition est toute trouvée, avec modération, c'est toute l'équipe d'Invino maintenant que vous retrouvez sur Sud Radio. Passez un très bon week-end, on vous retrouve la semaine prochaine.